Le thème de cette journée, c'est réinventer ou continuer d'inventer nos business models en permanence, avec plusieurs axes depuis ce matin de réflexion. Je vous vois. Et celui que nous avons choisi pour ce début d'après-midi, c'est finalement de pallier à notre emploi du temps souvent très chargé qui nous empêche parfois d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Ou peut-être notre manque de curiosité aussi parfois, je ne sais pas, ça dépend des gens. En tout cas, on a la chance ici d'avoir des invités qui, eux, passent leur temps à aller voir ailleurs comment ça se passe ou qui, en tout cas, ont conduit leur business model à partir d'une rencontre, justement, avec un ailleurs, une autre façon de faire, de vivre, de penser, etc., d'autres enjeux, d'autres contraintes. Et c'est ce qui a généré aussi l'innovation en question. Donc, ils vont en témoigner, bien sûr. Et j'appelle avant Pierre-Emmanuel Marie, qui est associé du cabinet Compagnie Fiduciaire et qui co-dirige le site de Villeneuve. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez l'applaudir, ça va nous mettre en forme moi aussi, parce que après le déjeuner, comme ça, hein, c'est jamais facile. On a un petit challenge. Voilà. Donc Pierre-Emmanuel, beaucoup d'entreprises testent des choses dans des pays, notamment, enfin, vous avez beaucoup de contacts avec la Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre choix de parrainage cet après-midi? Avec un micro, ce sera mieux. Il est allumé celui-là, c'est bon. Voilà. Quelques mots sur votre choix de parrainage, sur les caractéristiques de vos activités qui font que du coup vous avez aussi un regard sur ces questions. Merci Camille, bonjour à tous. La lourde tâche de reprendre après le déjeuner, donc je serai attentif. On aurait dû y penser, on aurait dû faire un petit... Ça vient après. Bon, on l'a vu ce matin, pour ceux qui étaient là, la nécessité de se réinventer. On a beaucoup parlé du digital. On n'a peut-être pas assez fait le focus, c'est pas mon rôle, mais sur la 4e révolution industrielle que nous allons vivre ou que nous vivons. Donc avec l'arrivée des robots, le développement de l'intelligence artificielle, où les imprimantes 3D vont bouleverser nos économies, nos modes de faire du business. Parallèlement à ça, on a les mécanismes économiques traditionnels qui semblent un petit peu cassés. Quand on regarde aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le quasi plein emploi ne s'accompagne pas d'une hausse des salaires comme on pouvait l'espérer. La baisse des taux d'intérêt ne dope pas les investissements ou d'autres encore mécanismes comme la baisse du prix du pétrole qui devait booster la croissance ne se fait pas. La croissance est au ralenti, c'est plutôt mondial. On parlait tout à l'heure des pays émergents et effectivement la Chine est un bon exemple. Alors je vais vous dire pourquoi après on travaille un peu avec la Chine. La Chine est un bon exemple puisqu'ils ont eu un ralentissement assez sévère et on parle du business model des entreprises mais également des pays. Aujourd'hui, la Chine qui était jusqu'à présent le pays copieur par excellence, qui avait basé toute son économie là-dedans, alors même si on a dit ce matin que copier c'était innover, mais aujourd'hui on s'aperçoit que la Chine a été obligée de se réinventer et qu'elle aussi se met à innover. C'est en 2013, je crois, le 3e déposant de brevets dans le monde. Ils ont fermé un peu, ils ont repris une politique protectionniste, c'est-à-dire qu'ils ferment leurs marchés locaux. Ils ont mis dehors des entreprises comme Uber, Amazon ou d'autres pour réserver ces marchés à des entreprises comme Baidu, Alibaba ou Weibo, donc qui est la copie conforme de Twitter et qui fonctionne en nombre de tweets bien mieux que le Twitter que nous connaissons. Alors. Oui, comment ça se fait que vous ayez pas mal de contacts avec les Chinois, finalement? Alors, pourquoi les Chinois? Vous avez une spécialité, je crois, quand même, voilà, dans le coin. Nous sommes experts comptables, donc très rapidement, le compagnie fiduciaire, nous sommes 22e cabinet français, on fait à peu près 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, 550 collaborateurs et 28 associés. Et pourquoi on a choisi, on est très heureux de parrainer ce speech avec mes associés? C'est pour 2 raisons. La première, c'est que dans nos activités, on a créé 2 départements internationaux où nous accueillons des étrangers qui sont désireux de venir investir en France. Donc on a un département qui s'appelle Anderson à destination d'anglophones et le cabinet Feidou à destination des Chinois. Et ça va être peut-être un thème de ce speech, c'est qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ils viennent avec leur business model, essayer d'investir en France, leur business model, leur culture, leur méthode, leurs exigences. Et en réalité, on voit qu'ils se cassent un peu les dents là-dessus et qu'ils ont du mal à imposer ou en tout cas à dupliquer leur business model.
Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que nous aussi, notre métier traditionnel expert comptable est en pleine mutation du fait de la digitalisation. Nous avons un enjeu important dans nos cabinets là, d'ici les 10 ans à venir, puisque notamment au niveau de nos assistants de saisie, parce qu'apparemment la saisie, la saisie comptable traditionnelle telle qu'on peut la connaître va sûrement disparaître. Et malgré toute l'innovation dont on parle depuis ce matin, aujourd'hui, il reste un peu un fait aberrant, c'est qu'on crée une facture sur un ordinateur, on l'édite en papier, on la donne au client qui va la ressaisir en informatique. Voilà. Ça, d'ici 5-10 ans, c'est terminé. Et donc, nous, on avait besoin de se renouveler. On s'est renouvelé comment ? En anticipant l'arrivée d'acteurs étrangers comme QuickBooks, alors certains ne connaissent pas, mais qui ont une puissance de feu assez incroyable. On a essayé d'innover, on a essayé d'imaginer ce que serait le cabinet du futur dans notre profession. Et nous avons créé, il y a 1 an et demi, un cabinet entièrement digital qui s'appelle Ça compte pour moi, qui connaît un fort succès, où on s'adresse à une population différente, jeunes, les générations Y, Z, je ne sais plus, mais voilà, qui ont des attentes et qui veulent consommer de l'expert comptable d'une manière différente. Et également, nous avons créé plus récemment une legal start-up qui fait des actes et des formalités juridiques pour répondre également à un autre type de demande que nous ne captions pas dans nos métiers traditionnels d'avocat, notaire ou expert comptable et qui consomment des services au niveau digital. Voilà pourquoi, pour nous, c'était important de parrainer ce speech. Voilà. Merci. Merci, on peut vous applaudir, merci. Alors, à nous 3 maintenant. On compte sur vous pour nous donner des tas d'exemples, nous faire comprendre quel est l'intérêt d'aller regarder ailleurs, de décaler le regard pour peut-être commencer à tester des choses, comprendre différemment. Et je vais commencer par vous présenter Stéphane Héloïse Gras, parce que certains d'entre nous, Stéphane Héloïse n'étaient pas là ce matin, tu comprends ? Donc on t'a déjà entendu, donc tant pis pour ceux qui le savent déjà, ça vous fera une petite révision. Mais Stéphane Héloïse, en fait, est docteur en sciences de l'information et de la communication du CELSA, et actuellement chercheuse à la chaire sur l'humanisme numérique de la Sorbonne, avec enjeux philosophiques et sociaux de l'intelligence artificielle. Consultante en innovation numérique, donc les aspects techniques, elle maîtrise aussi stratégie d'innovation. Voilà, tu es aussi entrepreneur, tu as fondé l'Oreille, qui est un collectif de consultants, et aussi un événement vraiment de grande actualité qui te tient à cœur, qui est Africa Fortech. Tu nous en diras un petit mot, puisque c'est un hub pour l'innovation numérique, mais dédié à ce continent. Donc on verra comment tu y travailles et ce que ça t'apporte. En tout cas, tu nous apportes ce regard anthropologique et sociologique avec le croisement du digital qui est vraiment intéressant. Nicolas Hazard, ici, je lis donc, multi-entrepreneur, a créé le comptoir de l'innovation qui développe l'entrepreneuriat social à travers le monde via un fonds d'investissement, mais aussi un réseau d'incubateurs, Impact Network. Et vous présidez en Californie l'entreprise sociale Calso, création d'entreprises d'insertion, donc avec une orientation, si je comprends bien, vers aussi des jeunes défavorisés, des vétérans d'armée, enfin voilà, tout tas de choses dans ce domaine-là. Voilà. Et puis, chaque année, vous organisez à Paris un événement qui s'appelle Impact, qui est un peu le Davos de l'entrepreneuriat social. Ça réunit 1500 décideurs venus de 50 pays dans le monde. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Et puis, troisième invité, c'est Thomas Samuel. Donc Thomas Samuel, je crois que vous avez bientôt 35 ans, en fait je le sais parce que vous m'avez dit que ça avait commencé à 25 ans, toute cette histoire. Vous avez créé Sena Design, on va en voir un petit film tout à l'heure pour mesurer ce que ça veut dire. Vous êtes ingénieur, vous avez voyagé à plusieurs endroits et notamment au Sénégal. Vous avez rencontré un village et de là est née toute l'histoire. Et puis vous avez également été ensuite travailler dans une ONG d'électrification rurale en Inde, avec voilà, des systèmes d'éclairage public. Et puis un petit parcours classique, vous nous raconterez l'histoire juste après. On va commencer par un film qui, là aussi, en 1 minute 30, nous raconte en particulier Sena Design. Et c'est très bien, parce que vous allez voir, voilà, à la fois le son et le visuel va effectivement nous envoyer ailleurs. Moi, ça me réjouit.
ansumtono kabo barakili fano jugalon jitata marse kono silence jule nanjube tata marse kono. Ici, on a toujours le problème de lumière parce qu'il n'y a pas de courant. Le soir, la vie s'arrête. Alors, il faut tout faire avec les torches et les bougies. C'est difficile, ça nous coûte très cher. Maintenant, on a le problème de chercher des portables. Il faut y aller loin, marcher longtemps. Ça aussi, ça nous coûte. Dans mon village, on a installé un système unique au monde. C'est un lampadaire solaire qui éclaire la place publique. Et en plus, il ramène l'énergie à l'intérieur des maisons. Et ça, c'est le début de l'Afrique de demain. Voilà, le début de l'Afrique de demain. Et puis après, on nous explique plus techniquement comment ça marche. Alors Thomas, est-ce que vous pouvez nous raconter encore un peu plus de la technicité peut-être de ce lampadaire solaire, comme ça on comprend comment ça marche, puis des projets aussi qui existent à partir de là, de quel sens ça a pour vous d'avoir monté ce business-là, puis ensuite comment ça marche de l'intérieur, enfin voilà, racontez-nous, parce qu'aujourd'hui il y a quand même, je crois, vous m'avez dit, 40 personnes en fait, hein. 40 personnes, c'est une boîte à Bordeaux, vous êtes à Bordeaux, donc 40 personnes, 40 salariés qui travaillent chez Sona Design, donc une belle histoire, à la fois dans son sens, mais aussi dans ce que ça permet ici. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Du coup, oui, en effet, on développe à Blanquefort une technologie qui permet de solariser des équipements professionnels. C'est très scientifique. La vraie vie, c'est qu'on développe des produits qui changent la vie des gens, notamment une gamme de lampadaires solaires qui est maintenant distribuée dans une quarantaine de pays et qui propose un éclairage sécuritaire, public, démocratique, dans des endroits où le réseau n'arrivera jamais. Et c'est vrai pour à peu près 2 milliards de gens, ou une partie des gens aussi qui ont des conditions de vie où les infrastructures sont déficientes pour plein de raisons. Et on était très contents, donc on a fait beaucoup de recherche et développement, on est une boîte d'ingénieurs à la base, donc on avait posé des brevets, on a fait des collaborations avec le CEA, on a sorti une technologie qui dure pendant 10 ans sans aucune maintenance, alors que la concurrence dure pendant 1 an ou 2. Donc on a fait des trucs vraiment hyper tech, et on s'est dit, bah, c'est génial, maintenant on a les meilleurs lampadaires solaires du monde, et un peu comme toute boîte française, on s'est dit, bah, maintenant comment est-ce qu'on va les vendre ? Et du coup, à l'inverse, les Américains commenceraient par comment est-ce qu'on va vendre et quoi, et après on se préoccuperait de peut-être essayer de trouver un produit qui fait à peu près le job. Enfin, toujours est-il que cette démarche, on l'a quand même trouvée très vertueuse, ça nous a permis de créer pas mal de jobs ici, beaucoup de valeur, et la méthode que j'ai trouvée la plus intéressante pour valoriser cette techno, c'est d'être nous-mêmes opérateurs. Et du coup, notre pitch client, c'était de dire achetez nos produits, ils durent moins cher à l'usage. Du coup, on s'est dit, opérons-les nous-mêmes et créons-en des services additionnels. Et du coup, on a eu l'idée de ce concept de nanoréseau, où à partir de l'énergie excédentaire du lampadaire solaire, on permet à des gens de s'éclairer et de recharger leur smartphone. Et ça paraît assez trivial techniquement, mais c'est assez compliqué dans la mesure où on utilise des business models qui sont venus d'ailleurs, si j'en viens à titre de la présentation. Notamment, on permet aux utilisateurs de prépayer le service énergétique avec leur téléphone portable. Donc aujourd'hui, on reçoit des factures bêtement EDF. Ici, en Afrique, pour la plupart des services, ils en sont déjà au paiement mobile digitalisé à 100%. Et nous, on s'est greffé sur cette tendance de fond pour leur permettre de prépayer l'énergie avec leur téléphone portable.
Du coup, ça implique qu'on ait une carte SIM dans le lampadaire qui débloque le service si le service est payé. Et c'est là où c'est assez enthousiasmant et où on voit une aventure avec des potentiels assez dantesques, c'est qu'on devient, en préfinançant l'équipement, donc ce film a été fait pour une campagne de crowdlending où on a récupéré 500 000 € l'an dernier de particuliers français qui nous ont prêté pour aller équiper ces villages. Du coup, nous, on équipe et les gens nous remboursent. Mais du coup, si on regarde la situation d'un peu plus loin, en fait, on propose du microcrédit à des gens et on leur donne un premier niveau d'inclusion financière, dans la mesure où leurs prêtants et eux remboursants ont fait un credit scoring, vulgairement dit. Mais c'est assez enthousiasmant pour des gens qui étaient dans l'obscurité d'avoir la lumière, mais en plus d'un premier niveau d'inclusion digitale. Et ce qu'on lance en fin d'année, mais que je ne développerai pas aujourd'hui, mais que je trouve vraiment absolument trippant, si vous me passez le mot, c'est qu'en plus, on va utiliser les capacités de la carte SIM pour émuler de la data et permettre aux gens de se plugger sur le service et donc de devenir d'un coup opérateur bancaire, énergétique et télécom, qui sont quand même des sujets, des chasses gardées dans la plupart des pays du monde. Et on lance quelque chose avec une triptyque très innovante et venue d'Afrique. Et du coup, ce lampadaire connecté aujourd'hui, j'imagine qu'il pourrait y avoir un usage ailleurs qu'en Afrique, enfin, du coup chez nous, parce que c'est dans 40 pays du monde, mais ce n'est pas que des pays en voie de développement qui sont concernés, si ? C'est principalement des pays en voie de développement et des pays... notre grand marché, c'est l'Afrique, le Moyen-Orient pour des mauvaises raisons de greenwashing et l'Amérique latine, où là, il y a à peu près le même besoin qu'en Afrique. Mais aujourd'hui, les réflexes de toutes les grandes compagnies d'énergie, de réseau et d'électricité en règle générale n'est pas de recourir au solaire, sauf en cas de bonification gouvernementale majeure. D'accord. Merci. Stéphane, Héloïse, ce que je comprends aussi, si j'essaie de regarder, c'est aussi le raccourcissement en fait, la chaîne des intermédiaires, etc. S'il avait fallu attendre le réseau électrique, ça aurait pu prendre des années et des années, ne jamais se faire pour des questions d'infrastructure, etc. Là, il y a une espèce, avec le digital ou le numérique, il y a une espèce de légèreté au niveau de l'infrastructure, et grâce au solaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est caractéristique effectivement de ce que vous voyez vous ailleurs quand vous voyagez en Afrique ou autre? Quels sont les chocs culturels qui vous frappent le plus, qui font une vraie différence en fait? Ce qui est certain, c'est que ce que Thomas vient de décrire très justement, c'est ce qu'effectivement on appelle le leapfrog, le saut de grenouille africain et qui effectivement a été très fort, qui aujourd'hui est très fort dans le secteur de l'énergie, qui a commencé surtout sur la bancarisation et avec l'apparition des monnaies mobiles dont il a aussi un peu parlé, c'est-à-dire en 2007 l'émergence de M-Pesa au Kenya qui a permis en fait à aujourd'hui 80% de la population kenyane de se bancariser là où le taux de bancarisation était quasi nul en utilisant donc M-Pesa, c'est du paiement mobile via SMS lancé par un opérateur téléphonique qui s'appelle Safaricom, donc un opérateur à l'époque souverain kenyan. En fait, donc nous, avec notre petite carte bleue sans contact, là, on est déjà complètement... ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, 2015, Orange ça Money... paraît has-been, quoi, en fait. Moi, je ne sais pas si has-been, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater que oui, Orange Money, qui a donc lancé un peu le même principe de mobile payment en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Cameroun il y a 2 ans, 3 ans, aujourd'hui est en train de le lancer en France. Donc c'est vrai qu'on peut constater, et c'est un peu le pari que moi j'ai fait avec mon associé quand on a lancé Africa for Tech, c'est de dire finalement, pour plein de raisons, parce que c'est un peu ce qu'on évoquait aussi ce matin, mais parce que nos modèles de croissance, parce que nos modèles de développement sont un peu épuisés et sont un petit peu à bout de souffle, et pas qu'un peu d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait regarder et apprendre de ce qui se passe sur le continent africain et plus généralement dans les pays émergents, et regarder comment, puisque pour faire face à ce qui fait peur à bon nombre d'entre nous, et qu'on appelle souvent la grande révolution numérique, la transformation numérique, on en a parlé beaucoup ce matin, mais précisément regarder comment ce saut de grenouille, ce leapfrog,
nous oblige à penser des modèles différents et à imaginer, que ce soit sur le plan des modèles d'affaires et des business models, mais également sur les usages, sur les organisations politiques et les modèles de gouvernance qui en découlent. Il y a plein d'exemples, il y a pléthore d'exemples. Moi, il y en a un que je trouve assez parlant. Alors, pardon de revenir encore sur le sujet de la blockchain, mais Ça va. voilà. On parlait de blockchain donc la blockchain qui est en gros un système de gestion de données intégralement décentralisé, un peu comme les réseaux de pair à pair, mais qui en plus y ajoute une couche de sécurité, puisque par le biais de crypto, d'encryptage d'algorithmes de cryptage très fort et très puissant qui sécurise toutes les transactions qui peuvent se passer sur un réseau. Donc blockchain égale aujourd'hui dans la plupart des discours médiatiques Bitcoin, mais pas que. Ça peut permettre de plein d'autres applications dans le notariat, dans l'assurance, etc. Et aujourd'hui, le Ghana donc l'année dernière, le Ghana a décidé de mettre, comme le Costa Rica d'ailleurs, tout son cadastre, donc la gestion du cadastre, sur une blockchain. Ce qui permet en fait de garantir une transparence intégrale de la gestion du cadastre national. Donc ce sont des éléments à mon sens, qui parlent suffisamment d'eux-mêmes en fait, très concrètement, pour dire comment est-ce qu'il faut commencer à regarder ailleurs et pas que commencer d'ailleurs. Mais, voilà. Ça fait un moment que vous y êtes. Nicolas, là aussi, de tout votre tour d'expérience, qu'est-ce qui a été le plus marquant, déclencheur, déterminant dans vos rencontres ou vos chocs culturels et du coup qui a embarqué tout le reste ? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dès le départ, et c'est pour ça que j'ai construit et développé le comptoir de l'innovation, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est vraiment on est en plein milieu d'une révolution industrielle, ce qu'on appelle la 3e révolution industrielle. Donc, on parle de nouvelles technologies, du numérique, de la robotique, des nanotechnologies, des biotechnologies. Enfin, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'une transformation comme jamais peut-être l'histoire de l'humanité en aura connu. Et pourtant, je me dis, et c'est vrai partout dans le monde, partout où on est, parce qu'on est dans les 4 coins du monde, pourtant ça s'accompagne de quoi ? De pression sur les ressources naturelles et d'inégalité. Partout dans le monde, dans n'importe quel pays, que ce soit un pays riche, développé, dans un pays en développement, au sein de ces pays, les inégalités se creusent, elles grandissent et la pression sur les ressources naturelles se fait de plus en plus forte. Alors moi, je me suis dit, et je me dis toujours, à quoi ça sert les nouvelles technologies ? Pourquoi on fait des nouvelles technologies ? Et on saute comme des cabris en disant technologie, les nouvelles tech, la start-up, le French tech, tout ça. C'est super, mais pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Si c'est pour qu'à la fin, on aille tous dans le mur et que dans 40 ans, il n'y ait plus personne, ça ne m'intéresse pas trop. Et donc l'idée, c'est de se dire que ces business models qu'on va inventer grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, grâce à ces formidables outils qu'on a en main, il faut qu'ils soient orientés pour faire qu'on vive mieux, qu'on puisse grandir en respectant l'environnement, en vivant dans une société plus égalitaire, parce que sinon, je pense qu'on peut très vite arriver, alors je ne veux pas faire de catastrophisme, mais quand même, on peut très vite arriver à la fin de notre civilisation. La fin de notre civilisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des civilisations comme les Romains, les Mayas, les Huns, ils ont tous disparu à un moment alors qu'ils étaient au top, hein, et que personne, ils auraient imaginé qu'ils disparaîtraient, mais à un moment, ils ont tous disparu pour une seule raison, enfin pour 2, c'est que chacune d'entre elles, et c'est une étude de la NASA qui montre ça très très clairement, chacune d'entre elles a été victime d'inégalités et de pression sur les ressources naturelles. Et c'est aujourd'hui ce qui fait que le monde a toujours changé. Et donc moi, j'ai pas envie qu'on revienne au Moyen-Âge, qu'on change ça, mais plutôt d'aller investir et d'utiliser ces formidables outils que sont les entreprises. Une entreprise comme la finance, comme des produits financiers, c'est comme un marteau. Avec un marteau, on peut construire une maison, on peut fracasser le crâne de quelqu'un. Et bien c'est la même chose. Aujourd'hui, l'économie, c'est un outil qu'on a à disposition. La finance, c'est un outil à disposition. C'est pour ça que j'ai créé ce fonds d'investissement qui s'appelle le comptoir à l'innovation, qui va investir en France et plus largement dans le monde à travers nos différents programmes, qui va investir dans ces nouveaux business qui utilisent les nouvelles technologies, mais ce que les Américains appellent tech for good. Donc les technologies à impact social positif. Et quand on va investir, aujourd'hui, on va gérer
d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, près de 150 millions d'euros qu'on va investir dans des boîtes et dans des projets, dans des startups de jeunes, beaucoup, de personnes qui ont compris qu'il fallait qu'on change de business model. Et on va investir dans des boîtes à la fois qui vont répondre en même temps qu'elles créent des richesses. On ne subventionne pas, ce n'est pas de la philanthropie, on n'est pas dans un modèle philanthropique. On est vraiment sur de l'investissement avec un retour sur investissement, mais avec un impact social qui est fort, un impact social ou un impact environnemental. On est ravis d'avoir investi chez Suna Design, bien évidemment, qui répond parfaitement à ça, qui va répondre à une vraie problématique sociale, sociétale et environnementale. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tous les cas, parce que sinon, on va dans le mur et on a besoin de recréer cette nouvelle économie en même temps qu'on est au cœur de cette révolution industrielle, une économie qui soit plus inclusive et plus durable. Merci, ça me plaît particulièrement parce que je me suis toujours quand même demandé si toute cette digitalisation et même le progrès technique en était vraiment un humainement. Quand on a un peu voyagé, c'est mon cas dans ces pays-là, parfois on se demande est-ce qu'on vit vraiment mieux, nous ? Parfois on se demande. Et du coup, je trouve aussi que c'est une question difficile parce que c'est une question éthique. Et au moment où quelqu'un met sur le marché, on reçoit Uber, vous savez, le patron ouest d'Uber, Grand Ouest, pour la clôture, là. Et autant on peut, au moment où on met en place un produit, un service, ne pas avoir identifié éventuellement des effets sociétaux positifs, mais on peut aussi ne pas en avoir identifié parfois les effets pervers, je trouve. Alors comment on fait pour d'avance parce qu'il y a un certain nombre d'innovations qui, au final, dans les usages et les applications, finissent parfois par échapper à leur intention première. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais comment est-ce qu'on pilote ça ? Stéphane et Loïse, est-ce que... C'est une question de philosophie, les technologies. Bon, alors on posera la question à Charles, tu la gardes et tu nous dis un petit mot tout à l'heure. Non, mais je crois qu'en tout cas, là où je rejoins ce que vient de dire Nicolas, et moi c'est aussi ma conviction, c'est que il faut peut-être il faut repenser les curriculums, les formations et l'éducation à l'entrepreneuriat et aux technologies. C'est-à-dire que et d'ailleurs, bon, moi après j'ai un point de vue un peu, mais ça c'est ma casquette de chercheuse. Sur le fait que ce sont plus tellement des technologies mais plutôt des cultures et plutôt donc des manières de voir le monde et de le penser, et que oui, l'entrepreneuriat ça peut comme un marteau tuer quelqu'un ou construire une maison, et la technologie c'est pareil, mais ça y ajoute en plus une couche, mais comme l'entrepreneuriat d'ailleurs, d'organisation sociale et collective et donc de vision du monde. En tout cas, en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut apprendre à devenir technologiquement responsable. Je pense que ça implique, et ça rejoint un peu les discussions qu'on avait ce matin, mais ça implique de comprendre quelles sont les visions du monde qui sont derrière les technologies à chaque fois. C'est-à-dire que l'open data, c'est pas la même chose que... c'est une certaine manière de penser le business de la data sur les réseaux ou sur les plateformes. Les API, c'est pareil. Quel modèle d'API vous choisissez ? Enfin, voilà. Au cœur de chaque décision technologique, il y a effectivement une notion de responsabilité sociale et sociétale, une responsabilité collective de biens communs, etc. Et la question de comment est-ce que le numérique recrée des communs ou pas, je pense que c'est un enjeu majeur. Et s'agissant de l'Afrique et des pays émergents, c'est très vrai. Et pour reboucler sur cette question d'aujourd'hui, là, de la session, c'est que s'agissant de l'Afrique, où finalement la notion de commun, la notion d'infrastructure commune, et ce que Thomas a aussi bien montré avec son innovation, c'est le modèle occidental a échoué, en quelque sorte. Si on voulait se mettre à électrifier l'Afrique de fond en comble pour que... Aujourd'hui, seulement 22% de la population en Afrique a accès à l'électricité. Donc, en plus, en la payant en moyenne 150% plus cher que des Européens. Donc, je pense qu'on peut imaginer que le modèle qui va se développer en Afrique, ce ne sera pas un modèle du grid, mais plutôt un modèle du off-grid, donc avec de tout autres enjeux sociétaux, environnementaux et politiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément à ta question, mais en tout cas, moi, de mon point de vue, et avec nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on s'est dit autour d'Africa for Tech et avec toute la communauté qu'on a créée, puisque ça fait donc
maintenant 1 an qu'on a... Alors le principe de Africa for Tech, c'est de mettre des majors, des grands acteurs en face de micro-initiatives. Est-ce que tu peux nous redire, tu vois, je le dis pas bien, donc vas-y. C'est normal. Il faut venir à Marrakech dans 15 jours pour savoir... Oui, mais je suis pas libre pour Marrakech dans 15 jours, c'est dommage. Voilà. Vas-y. Le projet d'Africa for Tech, c'est de développer une école, une académie, une plateforme de talent sur le numérique en Afrique et une plateforme internationale. En fait, l'idée, c'est de dire, il faut d'une part aider des innovateurs africains à monter en compétences et acquérir les compétences suffisantes pour pérenniser leurs innovations et en faire de véritables modèles et passer à l'échelle. Parce que ça, c'est un sujet dont on pourrait parler aussi, mais le taux de mortalité des startups, enfin Nicolas, je pense que tu peux en parler, mais le taux de mortalité des startups dans les pays émergents et en Afrique en particulier est quand même très, très, très violent. Et d'autre part, aider des chefs d'entreprise et des grands groupes multinationaux à mieux comprendre ces logiques d'innovation africaines, à peut-être s'en inspirer pour penser eux-mêmes la transformation numérique de leurs propres modèles et de leurs équipes. Parce que pour nous, l'innovation numérique africaine, elle a au moins 3 caractéristiques qui permettent de répondre à pas mal de questions qu'on se pose quand on est à la tête d'une grande organisation qu'on doit transformer. C'est qu'elle est frugale, donc elle oblige à innover sous contrainte. Elle est agile, puisqu'elle doit pouvoir répondre à de multiples objectifs et en particulier sur des piliers fondamentaux du développement. Et puis, troisième caractéristique, elle est beaucoup plus community-based parce que beaucoup moins liée à des principes d'individualité. Enfin, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec ça. Ils vont faire comme ça depuis tout à l'heure et tout, donc on va leur demander. Voilà. Okay. Et donc, à partir de là, essayer de créer des espaces de rencontre, des espaces de formation et une espèce d'université ou d'académie autour de tout ça. Voilà. Très bien. Ça va? Vous attendez combien de personnes? Là, on commence avec un événement donc labellisé par la COP22. On fait venir 50 innovateurs africains qu'on a passé 6 mois à sélectionner, à rencontrer par le biais de notre communauté organique, c'est-à-dire qu'on a créé, on avait tous des amis d'amis qui étaient tous dans les écosystèmes numériques ou plus ou moins et qui ont passé du temps à nous recommander des gens, à nous recommander des thématiques, à nous recommander des technologies. Et puis, à partir de là, on a mis en place une gouvernance composée d'un comité scientifique parce que moi, étant chercheuse, il me semblait important de aussi là inclure peut-être une dimension un petit peu pour penser l'éthique, inclure une dimension scientifique sur les contenus eux-mêmes. Donc, on a réuni des grandes figures scientifiques africaines et internationales comme Rachid Yazami, qui est l'inventeur des piles lithium, qui est un Marocain qu'on connaît mal, mais qui est vraiment quelqu'un d'absolument extraordinaire. Comme Primavera De Filippi, qui est un peu la spécialiste mondiale de la blockchain, comme des scientifiques de l'université de Pretoria, du MIT, etc. Et puis, parallèlement à ça, on a mis en place un comité entrepreneurial ou stratégique qui nous aide à identifier un peu les talents. Voilà. Et donc, avec toute cette machinerie, on arrive à sélectionner 50 talents qui sont parfois des développeurs, parfois des entrepreneurs et des startups, parfois des scientifiques, voire même des designers ou des créatifs. Et puis, on réunit 150 à peu près corporates de grands groupes internationaux, donc on sera environ 200, enfermés pendant 3 jours. C'est un bootcamp, donc on les fait travailler sur des use cases existants pour proposer des solutions à ces challenges contemporains sur les secteurs de la santé, l'éducation, l'énergie et l'agriculture. Avec une vision là aussi un peu d'intelligence collective et collaborative, puisque tout ce qu'on produit pendant ce bootcamp est protégé par des licences Creative Commons, donc c'est-à-dire qui puissent ensuite être redéveloppées par d'autres communautés et par d'autres personnes. Donc c'est un pari vraiment d'intelligence collective et de reverse mentoring, ou enfin de reverse innovation. Voilà, on vous dira dans 3 semaines si ça marche. Bon, ça donne envie d'aller à Marrakech pour ce rendez-vous particulier. Merci. Thomas, Nicolas, vous souhaitiez peut-être réagir, conforter, donner d'autres exemples, enfin, voilà, à partir de votre propre expérience. Tu parlais tout à l'heure des grands changements qui sont en train de se faire. Ce qui est marrant, c'est que quand on est le nez dedans, comme ce que nous faisons, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement opérationnel, on se rend compte des énormes questions que ça pose et qui sont presque insolvables. Ou qui, du coup,
dépasse le sujet simple de l'entrepreneuriat. À titre d'exemple, moi j'ai vécu il y a 10 ans dans un petit village où il n'y avait pas d'électricité. C'est une expérience qui m'a changé la vie. J'ai trouvé ça fantastique et vraiment qu'est-ce que c'était bien quand il n'y avait pas d'électricité, quand il n'y avait pas de télé, quand il n'y avait pas de développement en fait. Mais ça pose quand même le vrai fond du problème, c'est que normalement il devrait y en avoir. C'est illogique qu'à notre siècle des zones soient dans le noir. Du coup, par amour pour ces gens-là et pour essayer de faire quelque chose de bien, j'ai imaginé une solution qui est d'électrifier avec les meilleures technologies du monde ce village. Donc ça comporte l'énergie solaire, ce qui est supposément dans les endroits où il fait beau et chaud une bonne source de production électrique, des batteries qui sont faites en France et qui sont à peu près ce qui se fait de plus clean dans la chimie des batteries, parce que c'est quand même jamais absolument parfait. Et pour que ce soit remboursable par les gens, c'est-à-dire que ça leur coûte moins cher que ce qu'eux dépensent aujourd'hui en bougies, en kérosène et autres matériaux combustibles polluants et chers, on ne peut leur offrir qu'un service de base, c'est-à-dire des ampoules LED qui sont chez eux, qui sont extrêmement frugales, et de la recharge de smartphones. Parce que notre business model, ce n'est pas ni de produire l'énergie comme font tous les gens qui produisent de l'énergie, que ce soit du nucléaire ou du solaire, c'est-à-dire vendre du kilowattheure, et dont le seul intérêt est de l'autre côté que les gens en consomment beaucoup. Parce que le business model repose sur la vente de kilowattheure. Et à l'inverse, le monde va mal en grande partie à cause des produits consumer qui sont mal produits et qui consomment énormément d'énergie pour un rendu qui n'est pas épatant. Parce que du coup, les gens n'ont aucune incentive à faire des produits qui sont extrêmement frugaux ou économes en énergie s'ils ne produisent pas eux-mêmes l'énergie. Donc il y a une vraie grosse dichotomie. Et quand on s'intéresse à faire les deux ensemble, on peut produire vertueusement que si on consomme vertueusement et l'inverse. Mais du coup, le service rendu n'est que quelque chose de soutenable. Et ce que l'on fait dans ce village, on pense que c'est soutenable. Et ça pourrait l'être à l'échelle de l'Afrique. La conclusion de la COP21, c'était 2 milliards de gens consomment trop, 2 milliards pas assez. Les grosses questions de comment résoudre ce sujet. Donc nous, on pense que ce qu'on fait, c'est good enough. Mais du coup, ça pose des questions quand même importantes dans la mesure où, quand on va installer, tout le village est hyper content. Et la première question, quand la lumière est allumée et que le portable est chargé, c'est quand est-ce qu'on a la télé ? Bonne question, cher ami. La télé, c'est pas ce que nous, on trouve vertueux. Moi, je la veux. Je trouve pas ça vertueux. Moi, je l'ai pas chez moi. Je m'en fous, moi, je la veux. Ouais. Grosse question. Ça, des sûr, amis, évidemment. Du coup, on se dit, bon, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas la télé ? Moi, j'ai pas la télé parce que j'ai envie de choisir mon contenu. Et du coup, j'utilise le digital, le smartphone, qui est aujourd'hui, le web, comme à peu près tout le monde, toutes les études montrent que dans des pays où il y a assez de digital, les gens regardent moins la télévision. Donc on se dit, on va leur fournir du contenu digital, malgré le fait qu'ils soient illettrés pour la plupart, malgré le fait que la taux de pénétration du smartphone n'est pas si importante aujourd'hui, malgré une courbe comme ça, et malgré le fait, qu'un smartphone, ça doit se recharger tous les jours, alors qu'un 3310, ça se recharge une fois tous les 10 jours. Donc ça consomme quand même beaucoup plus d'énergie. Un smartphone, c'est l'équivalent d'un frigo à l'année. On ne se rend pas vraiment compte, mais c'est beaucoup de gaspillage énergétique. Donc on se dit, ok, donc il faut fournir des smartphones, et donc il faut faire bien produire des smartphones à pas cher, qui ne consomment pas trop pour que les gens aient une inclusion digitale. Et il faut obtenir de la bande passante. Je vous passe les négociations avec Orange et autres pour essayer d'avoir des tuyaux qui nous arrivent avec du débit pour pouvoir pousser le signal. On se dit, bon, on se dit Orange, c'est pas génial, mais bon, on fait comme ça pour commencer parce qu'on n'a pas les moyens de lancer nos satellites encore, mais il y aura des solutions à terme. Alors que par contre, pour le mobile, là, on se retrouve coincé avec Android. Et on se dit, merde, nos amis vont commencer directement à perdre toutes leurs données digitales. Donc ils vont rentrer, on leur offre une inclusion digitale et numérique, mais ils vont directement être aspirés par les grands aspirateurs de données de ce monde que sont, pour pas citer, Google. Et donc on se dit, merde, il va falloir qu'on fasse notre propre système propre skin Android. Du coup, on se dit, bon, ça c'est possible, donc on la développe et on fait notre propre Android pour pas que les données s'envolent. Mais du coup, on ne propose
que des services de base. Donc appeler, envoyer des SMS, du vocal chat, etc. Et du coup, on se dit, et maintenant ça va être notre test, c'est qu'on essaye toujours de faire quelque chose que nous, on trouve vertueux, mais je suis absolument sûr que quand on va lancer le sujet, on va dire, et il est où Facebook? On va dire, ah, eh ben, il n'y a pas Facebook. Parce que si on va sur Facebook, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Ça demande trop de data, trop de trucs. Et globalement, c'est d'autres qui créent la valeur alors qu'on vous essaye de vous préserver de ça. Mais c'est quoi ce raisonnement de on essaye de vous préserver? Donc ça pose de grandes questions. Oui, je trouve que c'est une question complexe, moi. Je suis d'accord. Bravo. Merci. Le charity business aussi, parfois. Voilà. Alors, vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais rien dire. On va passer Je le croyais, micro. j'ai vu Nicolas. Je crois bien que si, pourtant. Hein, Nicolas, vous avez vu la même chose que moi? Non, j'imagine que vous êtes... bon, je ne suis absolument pas un spécialiste du sujet, mais vous devez être comme moi. Ce vent de fraîcheur qui est apporté par les débats à échanger, les idées, c'est super. Voilà, c'est certainement dû à la jeunesse des intervenants. Alors, il faut un petit lexique. Hein, ah oui, le 3310, je pense que tout le monde ici n'a pas souvenir de ce que c'est. Nicolas, vous nous partagez quelque chose de votre expertise, de vos expériences sur... voilà. Non, mais moi je trouve ça super intéressant parce que bien évidemment en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire, en Asie du Sud-Est et dans les pays en développement. Et on est les premiers à investir, à faire des choses. Et chez nous? Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, exactement, il ne faut pas croire non plus, c'est pas parce que en Afrique, la pauvreté, elle se mesure de manière différente. Dans les pays en développement, la pauvreté, c'est 1,25 $ par jour. Et qui vit avec 1,25 $ par jour? Ici, en France, personne vit avec 1,25 $ ou 1,25 € ou 2,25 €. C'est pas le sujet. Pour autant, la pauvreté, l'exclusion, la précarité, les inégalités, c'est une réalité qui est extrêmement forte. Et peut-être que je peux vous raconter un peu ce qu'on a fait. Alors, pas en France, on a fait beaucoup de choses, mais aux États-Unis. Et notamment dans la Silicon Valley, où la Silicon Valley, pour moi, pour continuer sur la technologie, alors moi, c'était le rêve américain, c'était le truc génial, le Golden Gate, et puis après, il y avait toutes ces startups qui changeaient le monde, etc. Et quand on voit les chiffres, la Silicon Valley, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que si c'était un pays, ça serait le 20e pays devant la Suisse, et si la Californie était un pays, ce serait une puissance supérieure à celle de la France économiquement. Donc on se dit, voilà, c'est là que se crée l'innovation, c'est là que se créent les nouveautés, le monde de demain dans lequel on est voilà, fasciné, très attiré. Et donc moi, j'ai voulu aller dans la Silicon Valley pour essayer de voir un peu ce que ça donnait et voir ce qu'on pouvait faire. Et là, ce qui est absolument fascinant, c'est que dans une région, parce que c'est une région, c'est une ville, enfin une grande métropole, de 10 millions d'habitants, un petit peu moins, les gens sont super smart. Ils viennent du monde entier, ils sont super intelligents, ils ont 25 PhD, ils ont fait toutes les meilleures universités. Et pour autant, je n'ai rarement vu, à part dans certains pays en développement, mais j'ai rarement vu des pays, un endroit aussi inégalitaire et dans lequel il y avait une telle précarité, une telle inégalité, et surtout à quel point tous ces gens super intelligents, vachement forts, etc., qui inventent des business absolument incroyables, comme finalement ils sont incapables de résoudre des problèmes un peu en bas de chez eux. Quand on se balade à San Francisco, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est rempli de SDF, le centre. Mais c'est rempli, c'est-à-dire que c'est rempli de SDF, de personnes toxicomanes, de personnes avec des grands problèmes de maladie mentale. C'est extrêmement fort. Et donc on s'est dit, comment est-ce que finalement une économie aussi innovante, celle des nouvelles technologies, quand on va par exemple en bas du building de chez Twitter, qui est le même que Uber, qui se partagent un building, c'est rempli de SDF tout autour. Et on se dit, c'est quand même, on vit, c'est une folie le monde dans lequel on vit. Et moi j'ai essayé d'arriver et de vendre ce qu'on fait aujourd'hui en France et qu'on fait plutôt bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la France, en tout cas sur ses business models et les modèles économiques qu'elle a pu développer, elle est assez forte, que ce soit des grands groupes ou des PME, sur la question de l'inclusion sociale et du social business et de l'entrepreneuriat social.
la France est vraiment fer de lance et un des leaders dans le monde sur le sujet. À la fois des grands groupes, des Danone, des Essilor, des Veolia, qui ont vraiment essayé de réfléchir à comment leur business pouvait s'intégrer au plus grand nombre et pouvait être le plus inclusif possible. Donc ils ont monté, Danone a monté un programme au Bangladesh avec le prix Nobel de la paix Mohamed Younous pour essayer de fabriquer des yaourts qui soient accessibles aux personnes les plus en situation de fragilité, pas pour les faire consommer des yaourts pour des yaourts, mais parce qu'ils ont changé la teneur des yaourts pour que ça apporte l'apport calorique Les compléments nécessaires, nécessaire les compléments. chaque jour, etc. Donc vraiment d'être dans une démarche qui soit gagnant-gagnant, mais qui puisse avoir un impact social positif, et à la fois des PME comme Suna Design et plein d'autres qui réfléchissent à des modèles d'économie circulaire, d'économie sociale, qui essaient de faire de l'économie collaborative, mais de manière plus inclusive que certains. Et voilà, et ça c'est intéressant. Et donc aux États-Unis, j'ai essayé de développer ce qu'on appelle les entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion, c'est des entreprises qui recrutent des gens qui sont très très éloignés de l'emploi donc qui les forment. Mais c'est pas qu'un truc de formation, c'est les gens bossent, ils sont payés parce qu'ils ont un travail, et en même temps, c'est des gens à qui on ne donne pas forcément sa chance. Et c'est aussi un des problèmes qu'on a dans nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait une sortie de route et quand on a une erreur de parcours, ce qui est le cas quand même de beaucoup de gens, c'est très très dur de revenir. Et donc voilà, et c'est tout le débat. Et donc on a monté la première entreprise d'insertion sur le modèle français aux États-Unis, qui consiste à prendre notamment des personnes qui sortent de prison. Donc aux États-Unis, les personnes qui sortent de prison, c'est des parcours lourds, hein. Et justement de leur redonner leur chance et de les refaire bosser. Et c'est des gens qui ont une motivation qui est absolument incroyable, qui sans ça retombent très vite dans la criminalité, retombent très vite dans certains travers. Et nous, et ça c'est un modèle français qui marche assez bien finalement, on a réussi à développer ça en prenant ces gars-là et on les forme au métier du BTP, au métier de la restauration, à des métiers qui sont accessibles pour eux, et qui derrière font qu'au bout d'un an, parce que c'est des contrats d'un an qu'on a, ils ont sur leur CV une expérience d'un an qui fait, et ils font oublier un peu le fait qu'ils étaient en prison, et du coup derrière ils sont recrutés par d'autres boîtes et ils peuvent continuer, et voilà, ils recommencent et ils se reconstruisent. Et si on leur met pas le pied à l'étrier à un moment, ça marche pas. Et pour la petite histoire, cette entreprise on l'a créée avec une petite start-up qui a financé ça, qui s'appelle Google. Et cette petite start-up, elle s'est dit, bon, moi, dans mon business, ce que j'essaie de faire, je fais de l'innovation technologique, mais je ne fais pas d'innovation sociale. Je n'essaie pas de réfléchir à comment rendre mon business plus inclusif, plus égalitaire dans la société. Et donc voilà. Et donc c'est intéressant de voir qu'on peut aussi créer des liens et des ponts avec des grands groupes, des multinationales qui n'ont pas forcément qui sont pas forcément clean sur tous les aspects, mais qui aussi ont envie de faire des choses. Et pourquoi ils le font, et pourquoi ils ont investi, et pourquoi on a eu des gens qui ont voulu le faire, parce que aussi beaucoup les salariés et cette fameuse génération Y et la génération Z qui arrive, parce que les salariés aujourd'hui, et surtout les jeunes générations, ils ont besoin de boulot, ils ont envie de travailler, ça c'est sûr, il y a un vrai problème de chômage, mais ils ont aussi besoin de trouver du sens dans leur travail. Et ça c'est absolument clé quand on discute avec les gens, c'est cette notion de sens et de savoir que ce pourquoi on travaille, ça a un impact positif sur son environnement et sur la société. Et c'est le DRH de Google qui disait que ce qui faisait la différence pour recruter des talents entre toutes les boîtes qui existent, c'est pas forcément que le package et l'argent qui sera proposé, c'est que la question qui est le plus demandée par les nouveaux arrivants du monde entier, et ça c'est vraiment un phénomène global, la question qui est le plus demandée à chaque fois, c'est comment je vais me sentir moi utile à la société en rejoignant votre entreprise. Et ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau et que notamment ces boîtes-là essaient d'intégrer. C'est comment est-ce que je vais être utile. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, un employé de Google, par exemple, il passe entre 15 et 20% de son temps à faire autre chose que le travail pour lequel il a été embauché. Parce que même des boîtes comme ça, pour pouvoir conserver, continuer à ce que les gens continuent à bosser,
ils leur disent 15% de votre temps, vous pouvez le passer à travailler sur des projets d'entrepreneuriat, de start-up, faire du bénévolat, faire de l'entrepreneuriat social, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement positif sur la génération qui arrive, sur les changements qui arrivent, parce que le modèle, le changement, ce changement de paradigme économique dont on a tant besoin pour créer cette société inclusive et durable, il viendra des jeunes générations qui ont vraiment ça dans le sang et qui vont porter ces nouveaux modèles grâce au numérique, mais grâce aussi à leur volonté de changer le monde. Merci. Charles, je crois qu'on va te demander de nous rejoindre. Je vais te passer mon micro. Et puis, merci vraiment pour votre participation, pour vos témoignages. Et Charles va conclure. Vous pouvez rester là. Charles va conclure quelques minutes. Et José aussi est bienvenue, bien sûr. Ah, vous mettez debout, messieurs. Bah, super. Allez, hop, je reste assise. Non, il s'agit en aucun cas de conclure, c'est pas le terme, parce que ce que vous avez dit est hyper intéressant, mais ça pose plein de questions énormes, mais notamment ce que j'adore dans votre échange, c'est cette espèce de perspective qui est arrivée, qui est que notre monde pourrait finir, en fait, tout simplement, avec cette réflexion passionnante sur la fin des empires. Et du coup, si on entend cette perspective menaçante dans le rapport à tout ce que vous dites de positif, notamment des initiatives qui viennent d'ailleurs, ou qui viennent de nous quand on essaye d'aider ailleurs, mais dans ce dialogue, alors on comprend, si on fait le lien entre les deux idées, qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est que le capitalisme s'humanise ou qu'il disparaisse. Au fond, c'est ça l'enjeu. Et donc c'est intéressant d'en parler ici. Il n'y a pas tellement le choix. Il y a un peu d'espoir, et en même temps, je voudrais quand même rappeler autre chose, puisqu'on a beaucoup parlé de technologie, c'est que ce qui est plutôt négatif par rapport à l'espoir, ce qui est plutôt désespérant, c'est que si on regarde toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été capable de faire quelque chose qui n'était pas techniquement possible. C'est le niveau de développement technologique qui a impliqué les mutations de civilisation. Pensez à la machine à vapeur, par exemple. Et ça n'est jamais arrivé que les humains soient capables de dire non à quelque chose qui est techniquement possible. Et en fait, tout ce qui plane dans votre discours, c'est qu'on en devienne capable, et qu'on soit capable de faire des choix de société qui ne soient pas simplement dictés par le niveau de développement technologique. Alors pourquoi on en serait capable maintenant, alors qu'on n'en a jamais été capable dans toute l'histoire de l'humanité? Soit on répond et on est triste et accablé qu'on n'en sera pas capable, c'est l'option 1, mais il y a une option 2, qui est de dire que ça s'est tellement développé et ça s'est tellement accéléré que notre capacité de réaction est égale à notre dépossession. C'est-à-dire que ça s'est tellement accéléré, le rythme du progrès technologique, cette accélération nous dépossède de notre capacité de faire des choix, mais en même temps, elle se serait tellement accélérée qu'elle nous donnerait aussi d'autant plus de pouvoir pour lutter contre ce que la technologie décide. Moi, je choisis l'option 2, c'est ce qu'on entend dans votre échange. Je choisis l'option 2, mais il faut être honnête et dire qu'on n'est pas assuré que cette possibilité existe. Et en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Bravo. Alors, un point de vue économique, un petit bouquin Daniel Cohen sur le désir est immense. C'est effectivement le désir, alors après ça renvoie aussi à des travaux psychanalytiques, on n'arrive pas à contrôler le désir. Donc effectivement, la toute-puissance de l'homme fait qu'il n'est pas capable en tant que tel, de lui-même, de se mettre une barrière. Donc est-ce que la limite du modèle, c'est pas notre propre liberté? Deux flashs par rapport à ce que j'ai entendu. La Chine. On travaille en Chine. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé parce que pour nous c'est évident, c'est la liberté. En Chine, dans les systèmes d'enseignement supérieur aujourd'hui, vous avez des gens qui voient débarquer des commissaires politiques, je parle des dirigeants d'universités et des professeurs, pour leur demander s'ils sont des bons communistes. Et les directeurs généraux d'établissements comme celui-ci, leur bureau est divisé par 2 parce qu'il y a le commissaire politique à côté. Ça, je l'ai vu il y a quelques mois. Donc c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'une politique publique peut complètement remettre en cause tout ce qu'on vient de se dire. Parce qu'effectivement, le rapport à la liberté, qui est un sous-jacent pour nous complètement naturel, peut ne pas être présent dans certains ailleurs. Autre exemple culturel, vous vous souvenez de ce bouquin « La Terre est plate », Waterman, l'Internet va tout lisser. En fait, les sociologues et les économistes ont dit « Non, mais attendez, pas du tout, ça ne va pas se passer comme ça ». Et en fait, on le voit au travers, nous, de l'Afrique. Il y a des exemples très intéressants qui ont été cités ce matin, mais il y a aussi le système éducatif en Afrique. Le système éducatif en Afrique,
il reste extrêmement il copie le système français. Donc vous arrivez avec l'idée qu'on a vue tout à l'heure, qui est vraie dans certains business, comme la banque, l'assurance, etc., de faire autrement. Et puis vous apercevez dans d'autres petits business, parce qu'il y a des dimensions culturelles et qui relèvent, alors là ça renvoie à des tableaux, à des travaux des années 30 sur la théorie de la classe de loisirs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est noble. Et dans l'imaginaire, parce que nous sommes des êtres humains, donc on a un imaginaire, dans l'imaginaire collectif, et ben, ce qui est noble en formation, c'est le système français. Et donc il copie le système français. Donc on a beaucoup de mal, nous, à faire de l'innovation pédagogique, qui est un peu un contrepoint à d'autres choses qu'on a pu écouter, très intéressantes, parce qu'en fait, on se retrouve avec une barrière culturelle, parce que la Terre n'est pas plate. Parce que la dimension culturelle, elle a été travaillée, et nous sommes tous, dans cette salle, le produit d'une histoire individuelle et collective. Et que ça, c'est très difficile à faire bouger. Rapidement, la Californie, bon, j'ai les mêmes images poignantes, et merci, je ne sais pas si merci, mais oui, de me remémorer ça. C'est un monde hyper concurrentiel, hyper performant, avec une extrême concentration des activités économiques. Je veux dire, on n'a jamais vu rien de tel. Il faut aussi se le dire. C'est-à-dire que je crois dans la volonté humaniste, la volonté de l'homme de transformer le modèle. Mais les mécaniques qui sont aujourd'hui en place sont extrêmement fortes. Regardez comment se construisent les métropoles. Et le summum de la construction de ces métropoles qui concentrent le capital, qui finance ces bouleversements économiques, et la connaissance, c'est-à-dire tous ces savants, tous ces brillants cerveaux du monde entier, jeunes, ils vont à un endroit pour un truc, c'est faire du fric. Faire du fric, et même si c'est pas tout le monde, mais en tout cas, on le ressent extrêmement fortement. Donc, la force de rappel qu'il nous faudra collectivement, démocratiquement, j'espère, mettre en place pour réguler le système, va être au moins à la hauteur des forces déployées par le système. Donc, c'est bien de regarder l'ailleurs, mais je pense qu'il faut aussi le regarder avec un petit peu sous toutes ces dimensions. Peut-être une note d'espoir. Contrairement aux États-Unis, nous, on a un modèle social européen. Alors, on a bon ton de critiquer l'Europe. Moi, je crois que c'est la sortie. Et nous sommes régulés aujourd'hui avec, il y a des notations financières, enfin, il y a des notations extra-financières, c'est-à-dire que les entreprises, à partir d'une certaine taille, doivent expliquer ce qu'elles font en matière de responsabilité sociale et sociétale. C'est peut-être qu'un début, c'est peut-être modeste, sauf que ça, c'est quand même une grande différence. C'est-à-dire qu'on estime dans le modèle du capitalisme européen, vu par l'Europe dite libérale de Bruxelles, qu'il faut expliquer ce que l'on fait pour la société. Ce n'est pas au même niveau que la finance, certes, mais je pense que c'est un bon point d'appui pour développer un modèle qui soit régulé, alors qu'on voit bien que la difficulté de ce modèle, c'est qu'il s'emballe. Il a toutes les opportunités qu'on a évoquées, mais il a aussi un certain nombre de risques. Merci. Merci à vous. Bonne suite et bon après-midi et merci.